un touriste français vient, il souhaite acheter un bien immobilier en Israël, il va à la banque, il souhaite prendre un crédit. La loi sur les touristes, c'est que le montant maximal de l'emprunt, c'est 50% de la valeur du bien. S'il crée une société, la société, c'est une société israélienne. Elle n'est pas soumise aux mêmes lois. L'avantage, c'est qu'il va pouvoir financer jusqu'à 70% de la valeur du bien. Beaucoup de personnes me disent, alors tant qu'à faire, je vais envoyer de l'argent en Israël et je vais dire que c'est pour une acquisition d'un bien. J'ai été témoin de pas mal de contrôles fiscaux en France. Il faut vraiment avoir une acquisition. Et c'est notre rendez-vous mensuel avec Nathanaël Cohen et Nathaniel Drey. Vous les connaissez bien, ils sont experts comptables du cabinet Drey & Natco. Ils ont un cabinet à Jérusalem et à Tel Aviv. Et on a décidé aujourd'hui de vous être agréable et de répondre aux questions que vous vous posez sans peut-être jamais oser les demander. Donc bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour Cathy. Alors merci de vous prêter à l'exercice. Avec plaisir. On commence l'année, on a plein de choses qui se sont passées fiscalement l'année dernière, on se pose des questions, c'est le moment d'y répondre. On va commencer avec une question apparemment qui revient souvent chez vous aussi, c'est la question du passeport. Ouais. Alors, le passeport, on le sait, le petit passeport bleu, le passeport israélien qui permet de voyager, de quitter le pays et d'y revenir. Mais il y a aussi la Teudat Ma'avar pour les nouveaux immigrants. Alors, on voudrait savoir que dit la loi. Alors, encore il faut savoir, à l'époque, on n'avait aucun problème de pouvoir renouveler notre passeport. On fait notre alia avec l'agent juif, on renouvelle le passeport. On n'avait plus de Teudat Ma'avar, on avait juste un passeport bleu. On avait un passeport bleu, tous les 5-10 ans, il n'y avait aucun problème. Suite aux Norvégiens, on en a parlé très souvent dans nos interventions, il y a une personne, on va résumer ça vraiment vite fait, il y a une personne qui a demandé à avoir un passeport pour cacher ses comptes en banque. Donc le ministère de l'Intérieur a dit on n'est pas d'accord de coopérer pour ce genre de raisons. Voilà, on prend une autre nationalité pour cacher nos comptes en banque. Ce type-là a fait appel à la Cour suprême et la Cour suprême non seulement l'a rejeté bien entendu, mais a aussi demandé à instaurer au ministère de l'Intérieur un nouveau logiciel qui vérifie le nombre de temps passé pour chaque personne. En Israël. En Israël. Mais ce qui est très important... Ça veut dire que si on n'a pas un certain nombre de temps passé en Israël, on ne peut pas obtenir de passeport bleu. Mais ce qui est super important de différencier, c'est entre la fiscalité et la citoyenneté. Le passeport nous donne une citoyenneté israélienne. La résidence fiscale, c'est autre chose. Ce qui importe vraiment pour une personne qui compte faire son alia et qui veut être résident fiscal, c'est à partir de quand il est résident fiscal israélien. Maintenant, suite à l'épisode de ce Norvégien et des nouvelles restrictions de la Cour suprême envers le ministère de l'Intérieur, on reçoit de plus en plus de consultations au bureau de personnes qui habitent en Israël, qui passent plus de 6 mois en Israël. On leur dit à chaque fois 183 jours, 183 jours. Ils me disent, j'ai passé 183 jours, mais j'ai pas le passeport bleu. Je reçois une Teudat Ma'avar, un laissez-passer. Pourquoi ? À partir du moment où une personne n'a pas passé 75% en Israël de son temps sur le territoire, c'est-à-dire sur 365 jours, nous allons prendre 75%, c'est plus que 183 jours, c'est plus que la moitié. Elle ne peut pas bénéficier du passeport bleu. Une exception, une personne qui est née en Israël, même si elle n'a pas passé un jour par an en Israël, elle héritera du passeport bleu chaque année. Mais j'ai une annonce à faire vraiment qui est super importante. La couleur de votre passeport n'est pas intéressante. Ce qui nous intéresse, c'est votre résidence fiscale. La couleur du passeport, tant qu'on a encore une nationalité française, parce que moi j'ai eu un cas où une personne a renoncé à sa nationalité française et n'a eu qu'un laissez-passer israélien, ne pouvait plus voyager nulle part dans le monde. À partir du moment où vous avez votre passeport français et votre Teudat Ma'avar, votre laissez-passer, on s'en fout de la couleur du passeport. Arrêtez de vous angoisser là-dessus. D'accord, donc ce qui compte, c'est pour la fiscalité, en tout cas pour la résidence fiscale, 183 jours sur le territoire. Ou le centre de vie en Israël, même moins de 183 jours, à partir du moment où on peut justifier un centre de vie en Israël. Et pour avoir un passeport bleu, 75% des 300%. 75% par an, même sur les 5 dernières années, c'est une toute nouvelle loi. Super. On va continuer avec d'autres questions. Alors, c'est sympa aujourd'hui parce qu'on passe du coq à l'âne. Alors, quelle est la plus-value sur la vente d'un appartement qui a été loué ?
Alors, un appartement qui a été loué, la plus-value qui va être imposée là-dessus, c'est 25% sur la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Mais il y a une petite particularité, c'est que sur le prix d'achat, on va déduire ce qu'on appelle, dans un terme comptable, l'amortissement comptable que la personne aurait pu demander sur ses revenus locatifs. L'amortissement, c'est environ 3% du prix d'achat initial du bien, multiplié par le nombre d'années de location. Exemple très simple, vous avez acheté un appartement à 2 millions, vous le vendez à 4 millions. Normalement, la plus-value initiale, ça aurait été 2 millions sur lesquels vous auriez payé 25%. Mais cet appartement, on va dire que vous l'avez loué pendant 10 ans. 3% de 2 millions, ça fait 60 000 shekels. 60 000 shekels multipliés par 10, ça va faire 600 000 shekels. Donc pour les impôts, votre appartement, vous ne l'avez pas acheté à 2 millions, vous l'avez acheté à 2 millions moins 600 000, c'est-à-dire 1,4 million. Et la plus-value que vous allez donc générer, c'est 4 millions, on se rappelle, c'est le prix de vente, moins 1,4 million, c'est-à-dire 2 600 000 shekels sur lesquels vous allez payer 25%. Donc attention, on paye non seulement sur la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, mais on paye également 25% sur l'amortissement que vous auriez pu demander. Et je précise, même les personnes qui payent selon le forfait à 10% pour leur revenu locatif et qui donc ne demandent pas leur amortissement tous les ans parce qu'ils n'ont pas le droit de reconnaître des charges, ils vont se faire rattraper par le fisc, où le fisc va dire pendant 10 ans tu as loué, tu aurais pu demander un amortissement, Tu ne l'as pas fait. même si tu ne l'as pas fait, on va t'imposer à 25% sur cet amortissement. Donc vraiment très très important. Merci pour ceux qui sont dans ce cas-là. J'imagine que c'est une information qui va vous être utile. On reste dans les biens qui sont loués. Alors on va parler maintenant de location à court terme, type Airbnb, ou location à long terme. Quel est le système d'imposition, Nathaniel ? Alors, il faut différencier les revenus fonciers. À chaque fois qu'on parle de revenus locatifs fonciers, c'est revenus long terme. On a l'habitude en France de ce terme revenus fonciers. Quand on parle de revenus fonciers, c'est revenus long terme. Il n'y a pas de... Il n'y a pas beaucoup de locataires, on prend 12 chèques une fois par an, on les dépose à la banque sur un revenu locatif qui a été défini dès le départ du contrat. On n'essaye pas de maximiser nos revenus locatifs. Ça, c'est le revenu long terme quand on a l'habitude. Les revenus long terme, nous avons un avantage, c'est qu'on a une souplesse d'imposition, on va appeler ça comme ça, c'est-à-dire qu'on a besoin de déclarer uniquement une fois par an, entre le 1er et le 31 janvier de l'année qui suit, c'est-à-dire pour 2022, entre le 1er janvier 2023 et le 31 janvier 2023, nous déclarons soit à 10%, soit, comme on l'a répété plusieurs fois, au forfait au réel qu'on peut bénéficier de l'amortissement, des crédits immobiliers, etc. Donc le seul avantage, on va dire, qu'on a dans le revenu long terme, c'est qu'on a une vraie souplesse d'imposition. On déclare une fois par an, on ne se casse pas la tête. Alors, et la location à court terme ? Airbnb, c'est des revenus commerciaux, c'est-à-dire c'est comme mes prestations que je fais en tant qu'expert comptable ou les prestations d'un avocat, c'est des revenus qui sont considérés en Israël des revenus actifs. Des revenus actifs, on est obligé d'établir une structure, qu'elle soit au SEC Patour auto-entrepreneur, ou SEC Morché, société en nom propre, ou SARL, Chevra Baham. On est obligé, afin de pouvoir générer des revenus locatifs qui proviennent de sources commerciales, qui sont le Airbnb. Même si on a un seul appartement, Même si on a un seul appartement, nous sommes obligés. Maintenant, ce qui est super important de préciser, parce que souvent des personnes me disent « Attends, je ne vais pas louer à long terme ». En court terme, c'est compliqué par rapport à l'imposition. Non, l'imposition, elle peut être la même entre court terme et long terme, parce qu'on peut bénéficier dans les deux cas de l'amortissement. La seule différence qu'on a, c'est en fonction du système d'imposition qu'on est obligé de déclarer bimestriellement, c'est-à-dire une fois tous les 2 mois, auprès de la TVA et auprès des impôts, les revenus que nous avons générés sur ces revenus court terme qui proviennent d'Airbnb. Puisqu'on parlait de différentes formes de sociétés, on va continuer. C'est vrai qu'on parle souvent des SEC Patour, tu viens d'en parler, des SEC Morché. Est-ce qu'il existe d'autres types de sociétés en Israël ? Alors, nous avons l'habitude en Israël, toujours on dit en Israël, nous n'avons pas les SAS, les URL, etc. etc. On a Osek Patour, Osek Morché, Chevra Baham. C'est le discours qu'on entend tout le temps des avocats, des experts comptables, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a d'autres types de structures en Israël. On ne va pas rentrer dans les détails parce que vraiment, ça va nous prendre une émission entière pour expliquer. Mais on a par exemple la Chevra Shkufa. C'est la Chevra transparente, translucide. C'est-à-dire que ça remonte directement, l'imposition remonte directement auprès de l'actionnaire. On va donner un exemple tout simple. Lorsque vous avez par exemple des déficits dans une société, Chevra Baham, c'est une SARL, une société à responsabilité limitée. Les déficits reportés chaque année
appartiennent à la société, pas à vous. Tandis que dans une société shkoufa, qui est transparente, vous pouvez bénéficier directement, vous, en tant que personnel, de ces déficits reportés. Nous avons également la Hevrat Bayit, c'est une société, c'est une sorte d'SCI israélienne qui nous permet de pouvoir acheter un bien et de pouvoir être imposé en tant que particulier et ne pas... C'est-à-dire, on est toujours société. On est toujours considéré comme société d'un point de vue juridique. Mais d'un autre côté, on peut bénéficier de tous les avantages qu'un particulier a. Donc, c'est pas vrai. En Israël, nous n'avons pas que 3 types de structures. Nous avons au minimum 5 types de structures dans la Hevra Shkoufa et dans énormément de cas, surtout pour les Olim Khadashim. C'est important de préciser. Surtout pour les Olim Khadashim qui sont dans les 10 ans d'exonération, vérifiez si oui ou non la Hevra Shkoufa peut être adéquate à votre situation. Et je précise juste une autre petite chose pour la Hevra Shkoufa, c'est également très intéressant pour les startups qui démarrent. Généralement, dans une startup, on ne sait pas s'il va y avoir des revenus qui vont être générés. Par contre, on sait qu'il va y avoir des dépenses au début, tout le développement, le R&D, etc. Donc, ces dépenses-là, si vous les faites dans une société qui n'est pas Shkoufa, ces dépenses, elles vont rester. Ces pertes-là, on va dire que votre projet ne réussit pas et donc vous devez fermer la société. La société, donc vous allez rester avec une perte qui va être stockée dans votre société et que dont vous ne pourrez pas bénéficier plus tard. Si vous faites une Hevra Shkoufa, l'avantage, c'est que au fur et à mesure de l'existence de votre startup, pour les premières années où c'est là où il y a les plus grosses dépenses, ces dépenses-là vont être remontées aux actionnaires et vous allez pouvoir les déduire sur d'autres revenus que vous pouvez avoir par ailleurs. Un salaire, une activité de sec-marché, une plus-value immobilière si vous avez vendu dans la même année. Donc c'est très très important, surtout pour les startups, d'opter au départ pour la Hevra Shkoufa. Et je précise également que le jour où, si Dieu veut, votre startup elle cartonne, et à ce moment-là, on peut annuler d'un point de vue fiscal le fait que la société soit transparente, c'est-à-dire transmettre la société de l'IR à l'IS, et donc on va rebénéficier à nouveau du traitement fiscal plus intéressant d'une LTD, tout en ayant bénéficié sur les premières années des pertes qui ont été générées dans la startup. Bon, alors technique, vous avez dit que c'était technique aujourd'hui, on n'a pas menti. Alors on va parler maintenant d'un sujet, on va dire, plus général, mais qui est important parce que on le sait très bien, quand il y a, comme c'est le cas, un nouveau directeur qui est nommé dans une administration fiscale, et là pour le coup c'est un nouveau directeur aux impôts qui a été élu, forcément les choses varient en fonction de ses affinités, en fonction de ses dadas, de ses objectifs. Alors, qui est le nouveau directeur des impôts ? Le nouveau directeur, c'est Shai Aronovitz. On va juste faire un petit peu un récapitulatif sur qui est la personne. Donc, il a fait toute sa carrière aux impôts. C'est l'ancien directeur de l'administration, ce qu'on appelle le Missoul Mekarkein, c'est-à-dire l'administration des impôts sur l'immobilier en Israël. Donc, tout ce qui va être taxe d'acquisition, taxe sur la plus-value, taxe sur les revenus locatifs. Lui, on s'en rappelle, à l'époque, c'est l'un des principaux acteurs qui ont annulé l'ancienne réforme. On se rappelle qu'avant, quand on avait une plus-value tous les 4 ans, on avait une exonération totale. Donc si on avait 10 appartements, on les vendait une fois tous les 4 ans, on payait jamais de plus-value en Israël. Il a coupé court à cela, il a joué un rôle important dans cette réforme. Dans son programme, pour le dire très rapidement, il va y avoir, il pense remettre en place la régulation spontanée, ce qu'on appelle le Gilui Meratzon, pour les personnes qui ont eu des revenus qui n'étaient pas déclarés en Israël. Il va offrir la possibilité de venir déclarer volontairement et spontanément les revenus qui n'ont pas été déclarés. Ça, on se rappelle que c'est un phénomène qui existait jusqu'au 31 décembre 2019 et qui avait été annulé. Dans ces années-là, ça avait cartonné. Israël avait rentré énormément d'argent. Donc là, il a envie de recommencer. À ce moment, il a envie de recommencer. Il a envie de remplir les caisses. Ben oui, il a bien raison. En tant que nouveau directeur, son seul but, c'est de remplir les caisses du Trésor. Et de nous appauvrir, mon Dieu. Bon, alors, on continue. L'autre élément principal dont il a parlé, c'est de rétablir, de mettre en place une obligation déclarative pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en Israël, on se rappelle qu'un salarié classique, il n'a pas besoin de faire sa déclaration. Il y a que certains cas spécifiques qui doivent remplir une déclaration. Là, a priori, il va mettre en place une déclaration obligatoire. Et la dernière chose, on en parle souvent aussi, la fameuse exonération des 10 ans. On se rappelle qu'il y a un rapport qui est sorti en janvier 2022 de toutes les têtes des impôts. Ils se sont posés pendant des mois et des mois pour vérifier si jamais Israël a vraiment vu un avantage de cette exonération qu'ils accordent. La conclusion, c'est qu'il n'y a pas un si grand avantage. Ils pensent réduire de 10 ans à 5 ans et d'annuler, même pendant les 5 années, l'absence de déclaration. C'est-à-dire que vous n'allez pas être imposé, comme c'est le cas aujourd'hui, vous n'allez pas être imposé sur vos revenus
pendant les 5 années, mais vous serez obligé de déclarer vos revenus à l'administration fiscale. Et juste pour préciser, ce qui est complètement conforme à l'ère dans laquelle on se trouve, d'échanges d'informations complètes entre les pays. On s'harmonise avec le reste du monde. Cette réforme qui est sortie en septembre 2008 n'existait pas lorsqu'on est en septembre 2019 et que nous avons appliqué l'échange d'informations. Donc les impôts et l'administration fiscale ne supportent pas, on va dire ça comme ça, cette exemption de déclaration. Comme l'a dit Nathaniel, au moins déclarer ce qu'on a, mais ne pas payer. Ce qui est super important, c'est ceux qui en bénéficient. Ça, parce que vraiment tout le monde s'inquiète sur ça. Ceux qui sont venus entre 1er janvier 2007 et jusqu'au jour où la réforme s'appliquera, en bénéficieront pendant 10 ans d'exemption d'impôts et de déclaration d'impôts. Il n'y a pas de réforme rétroactive. Bon, alors, on a parlé de beaucoup de sujets complètement différents. On va maintenant parler apparemment d'une question qui revient beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient acheter un appartement en Israël, qui ont des sociétés par ailleurs en France, qui cherchent des solutions parce que c'est quand même très cher d'acheter en Israël. Et donc, parfois, on n'a pas assez de sous personnellement, mais on a une société avec, on va dire, de la rentabilité. Et donc, on se dit, pourquoi pas réinvestir dans un appartement en Israël? Est-ce que c'est possible? C'est tout à fait possible. On peut acheter un bien immobilier en Israël par l'intermédiaire de sa société française. Le montage qu'on préconise personnellement, c'est de créer une filiale de la société française. La société française va faire un prêt à la filiale israélienne. Ce prêt, il est rémunéré, je vous passe les détails techniques. Ensuite, cette filiale israélienne se porte acheteuse du bien immobilier. Je précise que c'est uniquement pour des investissements. On ne peut pas venir habiter à l'intérieur. C'est uniquement pour de la location ou pour escompter une plus-value future. On sait que l'immobilier est un peu joli en ce moment. Est-ce qu'on peut par exemple acheter avec ce système-là, louer pendant 10 ans et après venir y habiter? C'est possible? Vous pouvez, il y aura juste une modification à faire au moment où vous souhaitez prendre la possession de ce bien. Il y aura une petite manipulation fiscale à faire ici en Israël. Il y a énormément de conséquences et de possibilités. Ouais. Ça dépend si la personne fait ça alias, si elle reste habitée en France. Il y a des façons de le faire. Je précise que l'avantage principal, en fait, il y a 2 avantages principaux à faire ce montage-là. Le premier, c'est que quand vous allez faire le prêt entre la société française et la société israélienne, ça vous évite de payer l'impôt sur le dividende. Vous économisez 30% en France. C'est énorme. C'est énorme. Deuxième chose, quand vous venez, on va dire qu'une personne, un touriste français vient, il souhaite acheter un bien immobilier en Israël, il va à la banque, il souhaite prendre un crédit. La loi sur les touristes, c'est que le montant maximal de l'emprunt, c'est 50% de la valeur du bien. S'il crée une société, la société, c'est une société israélienne. Elle n'est pas soumise aux mêmes lois. L'avantage, c'est qu'il va pouvoir financer jusqu'à 70% de la valeur du bien. Donc, à la fois, il ne paye pas d'impôt sur les dividendes quand il a fait l'apport en compte courant entre la société française et la société israélienne. Et de deux, dans sa capacité à lever des fonds avec la banque, sa capacité passe de 50% de financement à 70% de financement. Je vous laisse faire les calculs, c'est la rentabilité. C'est magnifique. C'est énorme. 2 petites précisions par rapport à ce que Nathaniel vient de dire. C'est que premièrement, lorsque Nathaniel parlait de prêt, terme comptable, comme il le sait, s'appelle aussi apport en compte courant. C'est-à-dire que par rapport à la France, ça s'appelle un apport en compte courant qui sera chaque année, nous aurons par rapport aux intérêts, chaque année, nous enverrons à la France les intérêts qui ont été générés de chaque côté. Deuxième précision, beaucoup de personnes me disent, alors tant qu'à faire, je vais envoyer de l'argent en Israël et je vais dire que c'est pour un prêt, pour une acquisition d'un bien. J'ai été témoin de pas mal de contrôles fiscaux en France. Concernant ça, il faut vraiment avoir une acquisition. On peut pas s'amuser. Pour investir en Israël, et lorsqu'on note comptablement parlant un investissement en compte courant, il faut que ce soit réel. Il faut que ce soit un investissement, que nous avons vraiment les preuves d'un investissement. Pour prendre le terme technique, il faut un motif économique à la transaction commerciale. On peut pas juste envoyer de l'argent de la France à Israël et faire ce qu'on veut ici. C'est un projet d'achat, ça marche pas. Il faut que la société française ait un intérêt économique à prêter de l'argent à la filiale israélienne. L'intérêt, c'est justement de se faire rémunérer cet apport. Sinon, ça peut être considéré comme un ABS, un abus de bien social. Vraiment, il faut bien de le préciser. Bon, alors, on a parlé de plein de choses, c'était passionnant comme toujours. Je pense qu'on refera cet exercice une prochaine fois parce Avec que plaisir. Vraiment ça touche à tout. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez nous écrire sur Facebook ou sur les réseaux sociaux où l'émission est publiée. Si vous avez envie d'en savoir plus, évidemment, n'hésitez pas à les contacter. C'est le cabinet Dre et Natko. Ils sont à Jérusalem et à Tel Aviv. Merci. Voilà, pour vos explications et votre clarté. Comme toujours. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.